Donc on accueille Isabelle Le Sens, qui est élue du 15e aujourd'hui, sans étiquette, me dit-on, et qui a une grande expérience comme militante, qu'on peut dire, du développement du vélo. On a beaucoup de plaisir à accueillir Mélanie Cosnier. Donc vous faites partie des gens qui ont été tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne sur le climat. Je crois que vous êtes votre travail, c'est vous êtes aide à domicile dans la voilà. J'ai oublié, vous êtes dans la Sarthe, c'est ça? Ok. Et puis, donc, comme je disais, des perspectives différentes, très différentes même, et complémentaires. On a Nicolas Fontaine qui est avec nous, qui vient récemment, je crois, d'être nommé directeur général adjoint des services pour la région Grand Est. Et puis, enfin, Marc Papinutti, qui est aujourd'hui directeur général des infrastructures et des transports et de la mer, la DGITM pour les intimes, et vous étiez précédemment directeur de cabinet de la ministre des Transports. Alors, j'avais envie de commencer par donner la parole à Isabelle Le Sens, de par votre expérience de ces questions-là, de par le fait que vous êtes élue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change aujourd'hui? Laura a parlé de désirabilité. Est-ce que vous, quand vous discutez avec vos concitoyens et que vous essayez de leur vendre, entre guillemets, le vélo, alors dans un contexte particulier qui est celui de contexte de Paris, mais je crois que vous avez une expérience qui est plus vaste que ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la désirabilité des modes de transport alternatifs lorsque, très longtemps, ou peut-être encore largement dans les imaginaires, c'est la voiture individuelle qui est un peu l'horizon du consommateur accompli. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en ce moment? J'en suis pas sûre. Pas encore, parce que je constate que, certes, les Parisiens ne roulent plus beaucoup en voiture, mais dans la tête, c'est encore ce qu'on entend dans les réunions publiques, en tout cas, comme s'il y avait une sorte de dictature inconsciente dans le cerveau qui demeurait de l'automobile. Et en particulier, il y a un truc qui est sacré, c'est le stationnement sur voirie. C'est un truc sacré, et il faut y toucher avec prudence, parce qu'on se fait jeter, sinon... Voilà. Donc je ne sais pas trop. Ce qu'on constate évidemment, c'est qu'il y a de plus en plus de parents qui ont des vélos cargo. Enfin, les choses se font, ça épate un peu, mais c'est pas non plus une révolution. On n'est pas sur une révolution brutale, quoi. Ouais. Je dirais. Mais Mélanie Cognier, vous avez. C'est vrai que quand on a fait une piste cyclable très structurante dans l'arrondissement, elle n'était pas encore inaugurée ni même finie, qu'elle était déjà très fréquentée. Donc ça a drainé tout de suite du monde et des gens qui sont ravis en plus. Il paraît que sur Paris, en tout cas, il y a une évolution assez spectaculaire qu'on voit d'ailleurs dans la rue. On voit des vélos. Ça devient assez banal de voir des vélos, alors que ça n'était pas. On voit que c'était encore un peu de la survie d'être cycliste à Paris il n'y a pas si longtemps. Mais Mélanie Cognier, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit. Alors vous venez d'un territoire très différent, mais en tant que personne qui participe à cette discussion sur l'évolution de la mobilité dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat, une convention citoyenne dont on devine qu'elle est un petit peu une réponse politique, en partie à l'abandon ou la suspension de la croissance de la taxe carbone. Je regardais un peu votre synthèse provisoire de ce que vous avez, de ce à quoi vous arrivez comme début de réponse. Et finalement, si je prends ça comme un indice significatif, eh bien, je retrouve des choses que Laura vient de nous présenter. On parle de sortir de l'usage de la voiture en solo. On parle de réglementer, de continuer à réglementer les véhicules et d'aider à la transition vers un parc plus propre. Là, c'est plutôt sur les technologies, mais je vois agir au niveau local avec les entreprises, les administrations pour organiser mieux les déplacements, réduire le transport routier. Donc finalement, vous êtes relativement en phase, en tout cas avec ce qu'on vient d'exposer ici comme orientation politique. Et si on parle de désirabilité, est-ce que pour vous, c'est désirable, cette alternative à ce qu'on appelle l'usage de la voiture en solo? En fait, ce qu'on a
mis en avant, c'est justement ça le problème, c'est l'acceptabilité par la société du changement du mode de déplacement. Parce que moi, je fais partie du groupe Se Déplacer, donc les transports. Et effectivement, rien que déjà dans le groupe, on n'est que 30. Nous, dans notre petit groupe, il y a des divergences sur les modes de transport. Il faut savoir qu'on n'est que 30% habités en milieu rural, parce que ça représente la population française. Et du coup, il y a ceux qui sont habitués à être en ville aux mobilités et qui considèrent qu'il faut carrément arrêter de vendre des voitures à horizon 2050, qu'il faut supprimer tous les véhicules thermiques ou électriques, voilà. Et ceux qui, comme moi, habitent en milieu rural et qui, du coup, nous, l'alternative, on n'en a pas vraiment pour le moment. Hein. Moi, je veux bien prendre mon vélo, mais si c'est pour me faire écraser sur la départementale, c'est moins marrant. Mes enfants, c'est pareil. Pour aller au collège en vélo, il y a 5 km, mais si c'est pour les retrouver sous un camion, non plus. Donc voilà, il y a ça, et il y a l'acceptabilité de la population. Nous, on veut mettre en avant des mesures, on en a parlé, ce sont des pistes de mesures. Et je ne sais pas si ça va passer, parce que c'est un petit peu fort pour beaucoup. Non, il faut que ça passe, et puis il faut que ça prenne. Alors c'est pour ça que je voulais donner la parole ensuite à Marc Fontaine, à un niveau régional. Pardon, en plus je me suis dit, il ne faut pas que je dise Marc. Voilà, c'était ma petite... il ne fallait pas que j'y réfléchisse avant, et donc Nicolas, pardon. Comment est-ce qu'on fait pour que ces intuitions, cette évolution lente de mentalité, que la graine prenne, en fait, en quelque sorte? Alors, juste une petite précision, moi ça fait un mois que je suis à la région Grand Est, et avant j'ai travaillé 6 ans à Bordeaux Métropole, donc j'ai plutôt tendance à donner des exemples de métropole de Bordeaux. Donc moi je suis fonctionnaire, j'ai fait toute ma carrière dans les mobilités avec des équipes qui avaient des projets à réaliser. Et pour répondre à votre question, je crois que le principal problème qu'on peut avoir, à la fois au niveau des fonctionnaires, mais aussi au niveau des élus, c'est le manque de connaissances, le manque d'appréhension des problèmes. Et c'est pour ça que le rapport que vous avez écrit, et je vous félicite pour ce travail, parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes, tout est intéressant dans ce rapport, ça va jouer un rôle. Quand on est comme moi sur le terrain avec des équipes, des élus au quotidien, et qu'il y a des gens comme vous, madame, qui viennent nous voir pour nous expliquer leurs problèmes, on a trop souvent tendance à appliquer les vieilles recettes par manque de formation. Et une des méthodes que moi j'ai utilisées et que je vais essayer de continuer à utiliser dans la région Grand Est, c'est de donner des modèles. Je crois qu'il faut... Les décisions sur les mobilités, elles ne se prennent pas qu'avec de la rationalité, elles se prennent aussi avec de l'envie. Donc il faut regarder l'exemple de Grenoble dont on nous parlait tout à l'heure avec la voie réservée. Il faut aller sur place. Quand on parle de vélo, il faut emmener les élus. Et moi j'ai emmené Alain Juppé, nous avons emmené Alain Juppé à Copenhague et ça donne envie. On emmène les collègues à Amsterdam. On pourrait par exemple aller à Madrid pour voir les autoroutes express. Et ça permet aux gens de se former, ça permet de donner envie, puis ça permet de passer à une autre étape et de se projeter. Et ça, c'est très, très important. Laura, vous qui avez discuté beaucoup avec Nicolas Fontaine et des gens qui ont ce type de spécialité et de métier, ça suffit de donner envie ? Il faut donner envie, c'est plutôt comment on fait pour donner envie. Et en fait, je vais rebondir sur ce que vient de dire Nicolas. C'est très important, la fonction des élus en tant qu'exemple. Déjà, on voit à Arras l'élu mobilité qui, elle prend le vélo. Bon, elle ne prend pas le vélo tout le temps, mais elle prend le vélo pour aller au travail. Ça, il y a une fonction aussi d'exemple qui est donnée par les élus qui est importante, très importante. Et c'est aussi important de faire comprendre aux élus, y compris dans les zones de moyenne densité, voire de faible densité, qu'il y a un vrai enjeu aussi pour les citoyens en termes économiques. Ça peut aussi donner envie quelque part de changer, et un enjeu aussi en termes de qualité de vie. Il faut rendre désirable aussi la vie en zone, je ne dis pas hyper dense, mais en fait en zone avec les autres, la vie commune, la vie collective.
La question du budget, c'est un des paris de la politique qui commence à être développé. Ça figure en filigrane, enfin un peu plus qu'en filigrane dans la stratégie nationale bas carbone, mais c'est pas encore vraiment un argument qu'on arrive à faire valoir auprès de nos concitoyens, de dire, vous savez, vous pouvez vous déplacer de manière équivalente, éventuellement, si les choses sont bien ordonnées, bien coordonnées, en permettant de faire des économies de plusieurs centaines d'euros par an sur le budget mobilité. C'est quelque chose qui ne demanderait qu'à prendre racine comme idée aussi que les alternatives à la voiture, ça peut être moins cher. Last but not least, Marc Papinutti, comment est-ce que vous êtes dans une position extrêmement délicate, arriver à... si, vous avez la charge d'essayer de ne pas aller trop vite, ou au contraire d'entendre, de recevoir ceux qui prétendent aller beaucoup plus vite. La stratégie nationale bas carbone, en particulier, on voit les objectifs un peu chiffrés. On est loin du potentiel audacieux dont on cherche à faire valoir au Shift la possibilité. Je regardais encore les chiffres d'évolution des reports modaux sur lesquels on table à l'horizon 2050. On n'est pas dans une révolution. Quand j'en prends un, transport collectif routier, on passerait de 6% à 8%. 2015 à 2050. Il y a eu une petite pierre aussi dans le jardin de cette politique qui a été donnée, je crois, par Alessia, en pointant, c'est dans la synthèse, que les forfaits mobilité durable qu'il y a dans la LOM, ils sont additionnels, ils ne remplacent pas d'autres choses. Donc, vous, qui avez une position de chef d'orchestre, un peu en tout cas de grand coordinateur, ou je veux dire chef de gare un peu, de ces questions-là. Comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là quand vous avez cette posture, vous avez un peu l'œil de Dieu sur ces enjeux-là? Bon, déjà, moi, extrêmement sensible politiquement. Je reprendrai un des articles que j'ai vu dans Le Monde récemment, où il y en a qui disent qu'il n'y en a jamais assez et d'autres qui en fait trop. Donc il faut trouver l'équilibre. Vieille histoire. C'est une vieille histoire. Il y a 2 points ou 3 points fondamentaux, je reviens là-dessus. Finalement, par rapport au monde il y a un certain passé, on a explosé un système. Avant, on avait le transport collectif lourd et le transport individuel avec autosolisme et tout ce qu'on se raconte. Aujourd'hui, on a ouvert des tas de choses, dont le vélo. Et je reprends l'exemple du vélo parce qu'on a dit que là, on voulait le multiplier. Il fait 3% par modal, on veut le multiplier à 9%. Après, il faut trouver les outils pour le mesurer. Mais ça reste faible. Simplement, juste quand je cite ce vélo, j'en dis une chose, on a fait un appel à projet, parce qu'il faut croire aussi au territoire et aux gens de proposer des choses. On a eu 150 dossiers de petites collectivités sur des petites continuités. Et on travaille avec les conseils départementaux, parce que je leur ai expliqué pour certains que c'est quand même moins compliqué de faire la piste cyclable à côté de la route où il y a beaucoup de place que de faire une route. Donc on sait faire des choses. Simplement, il faut que chacun je fais un petit peu de pub pour mon truc aussi, mais on a fait France Mobilité, nous on a fait faut qu'on fasse le savoir après voter de la LOM, parce qu'il y aura, c'est pas le savoir, le SAV normal, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on s'en empare. Et je crois beaucoup à l'exemplarité, ça a été cité plus d'une fois, la connaissance des ratés ou des succès, et nous aussi, on a mis 500 à 400 expériences qui sont faites. Et je peux dire une chose que nous n'avions pas quand on a commencé les assises de la mobilité, c'est qu'on fait monter des exemples de territoire, il y a des choses extraordinaires partout. Voilà. Et simplement, c'est cette force qu'on doit faire sur la mobilité, parce que on n'est plus comme avant avec, tout à l'heure j'entendais la dame qui nous parlait de l'AOT qui n'en a pas envie. Certes, mais même si une AOT n'a pas envie, il y a peut-être d'autres solutions qu'on peut trouver. Et deuxième point, et ça c'est un des fondamentaux qu'on a observé, il y a quand même 80% des territoires où c'est pas organisé. Et ça se voit partout. Donc on a essayé de mettre une autorité organisatrice des transports qui couvrira le tout et inciter les gens à s'organiser. Et c'est pas qu'un problème d'argent, je reviens sur ce sujet, c'est juste que par exemple, telle association fait du covoiturage, on s'aperçoit que c'est pas très compliqué à faire en Vendée, et cet exemple-là, refaisons-la dans un territoire peu dense ailleurs. Et moi je crois vraiment, fondamentalement, qu'on a donné des outils, voilà. Et
Évidemment, on a des ambitions à long terme, mais on a aussi la PPE qui est en consultation. J'ai vu les objectifs à 2023. Donc moi aussi, je les regarde de très près, parce que là, on est 2023, c'est les décisions d'achat des véhicules des personnes aujourd'hui. C'est des décisions de mobilité. Mais je prends l'exemple du covoiturage. Pour moi, il est très très simple. Je ne parle pas de la complexité qu'il y a. J'ai été à des discussions avec des gens. S'il y a 2 personnes dans la voiture, on divise par 2 quand même le CO2 émis de ces 2 personnes. Enfin, je veux dire, c'est des solutions simples. Et elles ne sont pas inaccessibles. Donc voilà, il faut que nous recherchions souvent dans les solutions, les solutions simples, et surtout les faire émerger, parce qu'elles existent dans un territoire. Il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas reproductibles ailleurs. Mélanie Cognier, j'ai envie de vous demander une réaction. J'ai envie de dire quelque chose. Vous dites qu'il faut que ça vienne des élus, qu'on donne les élus donnent les exemples, que la municipalité, voilà. Il faut aussi informer la population, parce que nous, je sais qu'au niveau des 150 de la Convention, il y en a beaucoup qui sont arrivés, le premier week-end, ils se sont pris une claque sur le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que c'était une telle urgence. Donc l'information a fait que à 150, on s'est bougé. Et puis après, ce qui a fait aussi, qui peut faire bouger les gens dans les communes, dans les villes, c'est notre exemple à nous, c'est-à-dire les conventions citoyennes. Bon, après, ça va être au niveau local, c'est tout petit, mais je pense que si ça vient du bas des citoyens de la population, ça peut avoir un autre impact sur les actions à mener et surtout la communication et expliquer aux gens pourquoi on fait ça. On vous oblige pas à faire du covoiturage pour vous embêter, parce que c'est vrai que le covoiturage, moi j'en fais un peu. C'est difficile de prendre quelqu'un dans sa voiture qu'on connaît pas. C'est difficile de se faire conduire par une personne qu'on connaît pas. Il faut voilà. Et du coup, communiquer, comme disait Monsieur, quand on est 2 dans une voiture, on réduit par 2 nos rejets de CO2, mais ça, moi je parle de la Convention du climat autour de moi, mais la majorité de la population française, ils sont à 100 000 lieues de l'urgence climatique. Pour eux, c'est complètement abstrait. Donc la communication, c'est essentiel pour intégrer la population à tout ça. C'est pas que... l'exemple, effectivement, c'est bien, mais voilà, communiquer. Votre voisine de droite souhaite réagir. Oui, allez-y. Je voudrais réagir sur 2 points. Juppé était cycliste, a toujours été cycliste, et son épouse Isabelle également. Voilà. Mais c'est pas ça qui a mis les Bordelais sur un vélo du tout. Ça a crédibilisé le vélo, certainement. Ça a fait une bonne image au maire, s'il en avait encore besoin, parce qu'on disait, pour savoir si le maire est en mairie, c'est facile, il suffit de voir s'il y a son vélo. Bon, tout ça, c'est sympathique, et c'était vrai. Bon, faire du vélo droit dans ses bottes, c'est pas facile. Mais ce qui a mis les Bordelais sur un vélo, c'est d'une part le bazar monstrueux de la construction de 3 lignes de tramway d'un coup, et la vision qu'a eu je ne sais qui, sans doute Michel Duchesne, mais j'en sais rien concrètement, mais peu importe, qui a dit on va mettre plein de vélos, on va mettre en location pas cher pour 6 mois seulement, non renouvelables, ou seulement une fois, ou etc. On va faire goûter au vélo, les gens au vélo, et donc ils vont s'apercevoir, et c'est ce qui s'est produit, que c'était sympa, que c'était marrant, que c'était agréable et que c'était pratique. Donc voilà. La contrainte, les investissements et la carotte. Et ce qui a été le bouquet absolument, c'est le coût fantastique et complètement rationnel en même temps, mais quand même une décision totalement affective aussi, c'est le fameux pont de Pierre. Bravo. Alors Nicolas Fontaine, le pont de Pierre. Mais moi, ce que je dis, très bien que pour skater aussi dessus. Le présentant à la population, c'est un chef-d'œuvre de discours. Par contre, là, vraiment, c'est absolument remarquable. Alors, vous êtes obligé de réagir à cet éloge, Nicolas Fontaine. Moi, je dis, il faut avoir du courage, il faut être gonflé, et il faut que les citoyens les commerçants et tout ça, les râleurs notamment, se rendent compte que finalement, ça se passe bien. Et moi, c'est comme ça que la suite des événements, elle est toute cuite chez nous. Parce qu'on a déjà fait, ça y est, on a fait la preuve qu'il y avait plein de cyclistes, que c'était du plus, puisque c'est un contresens, c'est donc carrément un axe nouveau, concret, grâce à ça, et qu'il n'y aura pas de faillite chez les commerçants, et je ne sais pas trop s'il y aura plus de commerce, parce que ça, on ne mesure rien, alors c'est un peu au pif, mais en tout cas, il y aura... la rive droite, il y a plus de vie. D'ailleurs, je vais même vous raconter une anecdote. Les plus emmerdeurs dans les réunions publiques, c'était naturellement des commerçants. Aussi parce qu'il n'y avait qu'eux qui venaient dans les réunions, d'ailleurs, entre parenthèses, mais bon.
Et la piste n'était même pas finie que je me balade par là. Ils disaient la même chose des militants cyclistes. Et il m'attrape par le col. Il m'attrape par le col. Je n'ai pas été militante cycliste depuis 30 ans. J'étais consultante après. Il m'attrape par le col en me disant « Ah, madame, c'est formidable votre piste, etc. Regardez, ça nous donne de l'air devant nous. Ça nous éloigne le trafic. » Voilà, j'ai plein d'anecdotes de ce genre, mais je crois vraiment que les élus doivent être gonflés en toute clairvoyance, en toute certitude du résultat, pour que les citoyens se rendent compte que c'est formidable, finalement, que tout le monde y gagne, etc. Mais on n'a pas non plus lutté. Par exemple, moi, les commerçants, il y en a pas mal qui craignaient pour leurs visiteurs, etc., et leurs clients, et certains... j'étais obligée de reconnaître que eux, je ne pouvais pas les violer, qu'ils avaient une certaine dépendance historique, qui pourrait changer peut-être à l'avenir, mais qu'en tout cas, pour l'instant, je ne pouvais pas leur demander tout d'un coup de ne plus avoir un seul client qui ne vienne pas en voiture. Il y a certains commerces, par exemple, les fauteuils pour handicapés, c'est un peu délicat, ou des gens comme ça. Et dans tous ces cas-là, on s'est mis en quatre pour leur reconstituer du stationnement, etc. Je veux dire, on a fait un peu la part des choses. On n'a pas décidé de faire la révolution ni de violer les gens, quoi, vraiment. Bon, alors une réaction de Nicolas Fontaine. Je précise juste que là, vous parlez on parle vraiment de l'hyper-centre-ville. Je ne suis pas sûr qu'en venant de Lormont ou de Bègle, on prenne le report modal est fondamentalement changé, mais... Votre réaction, déjà, merci. J'ai l'impression de vous avoir tous payé. ça valait le coup de bosser. Ouais, j'ai eu raison de venir. L'opération du Pont-de-Pierre, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est donc la fermeture du pont le plus ancien de Bordeaux en 2017 à la circulation automobile. Et il y avait en plein centre, 15 000 voitures par jour qu'on a interdit de passer. Et ça a multiplié par 2 le nombre de piétons, 40% en plus de cyclistes, et une baisse de la congestion dans Bordeaux, puisqu'on a amélioré la circulation sur tous les itinéraires. Du nombre de personnes passant. Oui, plus et de ma monde. fille le prend tous les jours en vélo et je témoigne que c'est sécure. Voilà. Et pour faire ça, en fait, c'est le résultat d'abord d'une politique qui a été très ancienne. Et vous l'avez dit, je pense que l'élément principal, c'est souvent la contrainte. C'est-à-dire quand Bordeaux a commencé à faire son tramway, il y a eu d'énormes travaux. Les gens ne pouvaient plus accéder en voiture. Ils ont commencé à faire du vélo. Puis tous les ans, les taux d'utilisation ont augmenté. Et je crois qu'en fait, avant de faire des très grosses opérations et de prendre ces risques-là, il faut d'abord savoir en faire des très petites qui sont positives, il faut savoir communiquer dessus et faire en sorte qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Et c'est beaucoup plus facile avec des petites opérations. Et c'est peut-être plus facile au centre, Marc Pinetti, je vous donnerai la parole après, mais la dernière fois que j'y suis allé, j'ai pas l'impression que la voiture en solo ait été détrônée dans la cube, dans la communauté urbaine bordelaise. Ou alors j'ai raté quelque chose. Non, parce que Bordeaux reste la 3e ville la plus congestionnée de France. C'était le résultat de TomTom de la semaine dernière. Mais vous avez cité tout à l'heure Lormont. On peut citer Mérignac, que monsieur a cité aussi tout à l'heure. On a construit une piste cyclable à l'été 2018 et on a multiplié par 2 le nombre de cyclistes qui desserrent la zone d'activité. Alors certes, on est passé de 100 à 200 cyclistes, mais au bout de 40 jours d'ouverture, c'est le même type de phénomène qu'on constate. Voilà. Je viens de recevoir par mes anciens collègues les taux d'utilisation des grandes pistes cyclables qu'on a construites sur Bordeaux Métropole depuis 6 ans, et les taux d'augmentation relativement sont aussi importants en périphérie que dans le centre de la métropole. Marc Papinutti, si l'objectif est d'identifier comment est-ce qu'on change d'échelle. Déjà, moi, ça va vous paraître bête, mais je trouve que l'éducation est importante. Et dans le vélo, dans notre plan vélo, il y a le savoir rouler. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui ne savent pas prendre un vélo. Donc ça ne deviendra pas un adulte qui saura le prendre. Il ne faut pas qu'on rêve non plus, même si c'est sécurisé. Il faut reprendre les choses par la base. Nous, on a vraiment pensé que dans le plan vélo, voilà, il y a le savoir rouler, que les gamins savent prendre un vélo. Derrière, la deuxième étape, moi je rajoute sur le vélo, parce que je suis un peu fanat aussi, c'est qu'il y a le vélo assistance électrique qui a changé aussi Alors là, en termes d'énergie, pour reprendre les grandes théories, on a 2 fois plus d'énergie que soi-même, donc on double son énergie. Donc, sans trop cramer d'ailleurs, parce que je vis que ça n'était pas trop important dans l'énergie. Mais on a changé la portée, on a changé et là on a une substitution de voiture pour certains. Et je pense que c'est le complément de savoir rouler et en plus d'avoir éventuellement un vélo assistance électrique,
on change complètement le comportement d'un engin qui était un peu basique et dépassé dans la mode, puisqu'il avait été remplacé par la mobilette, puis la voiture, enfin, tout dans l'image sociétale qu'on avait. Mais si les gamins reprennent le vélo, ça sera bien, les collèges seront remplis de vélos et il y aura des espaces sécurisés pour l'atteindre. Laura. Si je peux ajouter un mot, là aussi, ça peut être, parce que là, on a parlé un peu de centre-ville, et ça s'est fait aussi beaucoup à l'occasion de mise en œuvre de lignes de tramway ou de grands travaux. On attend un peu, dans les zones de moyenne densité, savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces zones-là pour que ça marche aussi. Et c'est souvent, effectivement, des petites mises en œuvre, comme à Lorient, par exemple, où ils ont commencé justement, ils ont été pionniers dans la réduction des vitesses. Ils ont commencé devant les écoles parce qu'on peut difficilement se contester. Je veux dire, et une fois qu'on a instillé la graine, du coup, après, c'est plus facile. Et petit à petit, maintenant, toute la ville est passée à 30 km/h. Donc, c'est aussi l'idée de faire, et puis justement, soit de faire par expérimentation, qu'après on pérennise, qui passe bien parce que c'est des expérimentations, mais qu'après on peut les évaluer et que si ça a marché, peuvent être pérennisées. Et c'est surtout en faisant qu'on fait changer les mentalités aussi. Mélanie Cognier, comment est-ce qu'on fait changer les mentalités? Quand vous allez en parler autour de vous, de votre expérience... Ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est le budget qui compte? Est-ce que c'est le fait d'avoir les infrastructures qui sont là? Forcément, ça joue. Si on a l'infrastructure, du budget, mais il y a aussi le changer la mentalité des gens, de leur faire comprendre pourquoi il faut changer. Il y a ça. Je vous dis, moi, rien qu'au sein des 150, là, il y en a qui... on change, mais on échange entre nous et du coup, on réussit à changer d'avis les uns les autres. On échange et on s'informe. Mais moi, c'est ce qui me fait peur. C'est l'acceptabilité par la population. Nous, on veut être radicaux dans nos mesures, mais on se dit, on va se faire caillasser, comme dit Annie. Elle dit, on va s'en prendre plein la tête, quoi. Donc, parce que nous, on voudrait être il faut être radicaux pour pouvoir réduire drastiquement les rejets de CO2. Mais je vous dis, moi, quand j'en parle autour de moi, on en parle tous, on communique. On se dit comment. Autour de vous, c'est au sein de la convention ou quand vous rentrez chez vous? Non, quand je rentre chez moi, tout le monde. Voilà. J'en parle à tout le monde. Je veux boire un café dans un bar, j'en parle au serveur, j'en parle à mon pharmacien, j'en parle à tout le monde, ils en ont marre. Mais voilà, c'est mon mari, il en parle à ses collègues, il en parle, ma maman qui est passée au zéro déchet depuis qu'elle regarde la convention, elle en parle tout autour d'elle. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne sont pas informés. Et alors, soit ils ne sont pas informés, soit ils sont dans le déni, soit ils s'en foutent, quoi. C'est pas leur priorité, c'est pas vital pour eux, alors que si, c'est vital. L'enjeu du budget, dire qu'on met littéralement, un automobiliste met des milliers d'euros par an dans sa bagnole. Les gens ne le savent pas. Ça coûte 5 à 6 000 euros par an une voiture, mais qui le sait? Personne. Personne. Les gens, et pour eux, la voiture, ça coûte moins cher que tout autre mode de transport, parce qu'on ne fait pas le calcul de l'amortissement, de l'entretien, du carburant qu'on met dedans, du temps qu'on passe dedans. La population française ne sait pas ça. Pourquoi est-ce que Madame la Ministre n'a pas proposé une interdiction des pubs avant d'interdire, comme certains le veulent au sein de la Convention citoyenne? On a bien interdit les pubs ou limité les pubs pour l'alcool ou la cigarette. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas de manière audacieuse? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel Madame Borne a un peu phosphoré ou pas osé, ou se dire, faut dans 10 ans peut-être, ou... Si on veut faire vraiment changer d'image. Tout ça a été largement débattu, comme on dit, mais d'abord, il y a des constructeurs en France. Faut pas qu'on il y aurait des intérêts économiques. Et c'est de l'économique. Mais c'est pas ça le plus problème de fond. Je crois que c'est ce que dit Madame. C'est pas simplement dans l'image de pub. C'est qu'on est en train de parler de choses beaucoup plus profondes dans le ressenti par rapport à la voiture individuelle, etc. Le ressenti par rapport au transport collectif, même si lui, il progresse quand même un petit peu.
même beaucoup, mais en part modale, même sur des villes comme Strasbourg, c'est pas une révolution de part modale, les transports collectifs. Ça doit être pareil à Bordeaux. C'est pas... Donc cette voiture individuelle, son coût de possession est pas connu, ça c'est vrai, mais même après c'est l'image même. 50% des Parisiens n'ont pas de voiture. Donc le problème est résolu. Les ménages n'ont pas de voiture parce qu'il y a les transports collectifs. Mais après, en milieu rural, il faut trouver des solutions qui sont la substitution à la deuxième ou la troisième. Je crois que Jean-Pierre Orfeuille est derrière, la troisième ou la quatrième voiture, comme qu'on peut l'imaginer dans un certain nombre de milieux. Et là, il faut trouver cette substitution, et elle n'est pas que dans l'image. Il faut d'abord que les gens sachent ce que ça coûte. Et deuxièmement, il faut aussi trouver le système, nous, d'offres alternatives. Alors, qui peut coûter de l'argent ou qui peut de l'organisation, et il faut à tout prix le faire. Ça peut être l'autopartage, ça peut être des tas de solutions de ces natures-là. Moi, je suis frappé, il y a des milieux ruraux où il y a eu des voitures mises par là-haut en autopartage, elles sont électriques. Ben, ça évite aux gens de prendre pour un oui ou pour un non sa propre voiture. La question est posée. Mais vous imaginez ce que ça veut dire aussi de se dire, j'ai plus ma voiture, c'est celle qui est à côté, qui est dans la place du village, qu'il faut prendre, et celle-là, en plus, elle n'émet pas de CO2, et elle a sa borne parce qu'on peut recharger à cet endroit-là. Mais c'est des comportements très longs qu'on ne changera pas en 3 minutes. Isabelle Assens. On veut toujours des exemples. On peut rappeler celui de La Rochelle, qui date d'il y a au moins 30 ans, hein, par là, avec des voitures, des transports à la demande, enfin toute une panoplie d'outils, des vélos en location aussi, etc. Enfin tout y est passé. Bon voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus d'ailleurs, et c'est évidemment à l'échelle intercommunale ces trucs-là, effectivement. C'est donc pour vous. Moi, je voulais réagir sur la publicité. Vous avez un peu botté en touche. En fait, vous dites qu'il faut sortir l'image de la voiture de l'esprit de la population. Il faut arrêter de mettre la voiture en haut de tout. Mais bon, qu'est-ce qui fait ça? C'est la publicité quand même. Parce que toutes les pubs que vous voyez, c'est oh là là, le mâle super fort avec sa voiture, la femme riche dans son SUV. Je suis désolée, la publicité, ça a un impact énorme sur la conscience collective. Donc avant de dire faut que les gens changent, il faut arrêter les pubs qui incitent. Là, je suis pas d'accord. Il y aurait des militants écolos dans la salle? Oui. Alors il va y avoir moi, parce que moi je rappelle un truc aussi, c'est quand même l'infrastructure crée l'usage. Voilà. Ça marche dans tous les coups, et ça marche aussi pour le vélo. Et quand une personne me dit « Ah, j'ai que 5 km à faire, mais j'ai la trouille que de me faire écraser sur la route », je dis « Bah oui, évidemment, heureusement que vous avez la trouille, parce que je peux bien le comprendre. » Mais ça fait qu'on a des gamins qu'on paralyse dès l'enfance et qui seront complètement paralytiques au bout du compte, hein, parce qu'ils ne bougent plus. Et puis nous-mêmes, c'est pareil, la sédentarité, c'est... bon, on le sait bien, c'est gravissime, etc. L'infrastructure, ça peut être des voies vertes, il y a des schémas directeurs, etc. Il y a des financements pour ça. Ça peut être des sentiers récupérés, des sentiers ruraux, des routes ruraux qu'on recarrosse autrement, enfin qu'on entretient, etc. Enfin, ça peut être les volumes d'investissement des infrastructures ou des raccourcis, parce que bien souvent la route elle fait un détour et des raccourcis c'est moins long. Et d'ailleurs, pour revenir à Bordeaux, là c'est Arcachon plutôt, mais la piste cyclable alors je m'excuse, c'est Mios. Non, c'est pas celle-là à laquelle je pensais. Oui, Facture, enfin Mios, mais vers l'ouest, celle du nord. Facture Arcachon. Vers le Porge. Peut-être, oui, je crois que c'est ça. Bon. Enfin bref, les régionaux de l'étape. Elle est en dehors des villages parce que c'est l'ancienne voie de chemin de fer, mais n'empêche que toutes les dames vont marcher en l'utilisant en vélo. Hein. Et on oublie la voiture. Et ces messieurs aussi. Notre nation, on va prendre bientôt les questions. La nation française a mis beaucoup d'argent dans les décennies précédentes dans le développement des lignes à grande vitesse ou des réseaux autoroutiers. Est-ce que je me trompe en disant que ce sont des échelles de grandeur? Enfin, c'est la conclusion. J'espère pas trop parce que c'est la conclusion à laquelle est arrivé le Shift. On parle d'échelles d'investissement, en particulier dans le périurbain, là où tout reste à faire. On voit bien que les mentalités changent quand on est dans l'hypercentre.
Mais dans le périurbain, il me semble que c'est des échelles d'investissement qui n'ont rien à voir avec l'argent que la nation a pu mettre dans les réseaux autoroutiers, dans les TGV. C'est une vue de l'esprit ou il y a quelque chose à creuser avec ça? C'est pas si cher que ça. Je crois que déjà dans la LOM, on a un petit peu arrêté un certain nombre de grandes lignes à grande vitesse et qu'on a remis sur le... Parce qu'il y a un argent qu'on oublie, c'est celui qu'on n'a pas mis des fois dans la modernisation ou simplement le maintien en état du réseau. Je crois que c'est du jour où on change le modèle en disant on passe du neuf à l'entretien, on gagne déjà beaucoup. Et la région Grand Est, on en parlait encore hier soir, c'est le vrai sujet, c'est-à-dire l'entretien. Après, on a un réseau qui est gigantesque. Si je prends le réseau routier, c'est plus d'1 100 000 km. Le réseau routier national, les autoroutes, c'est 10 000 km non concédés et à peu près 10 000 concédés. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de montant. Mais on a vraiment cette échelle. Première échelle, c'est de réentretenir le réseau existant, quel que soit le mode. La route, la voie navigable pour les marchandises et le ferroviaire. Et ça, c'est une des questions fondamentales parce que ce qu'on met en nouveau, c'est peu. Et demain, il y aura un nouveau réseau. Je pense que quand je parle des bornes, si on veut faire du passage à l'électrique en termes d'énergie, il faudra un réseau de bornes sur les réseaux concessionnaires autoroutiers. Vous avez vu, ils ont déjà des exemples. Ils sauront probablement le faire parce que justement c'est structuré, mais dans le milieu peu dense, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, moi je pense que le réseau, et je renvoie plutôt à la région qui y travaille très régulièrement, mais on n'est plus à tout prix sur l'infrastructure neuve. Et on a calé théoriquement une programmation dans la loi. On a calé une programmation sur les engagements de l'État. Mais il n'y a pas que l'État, il y a beaucoup d'autres investisseurs dans le réseau. Mélanie Cognier, vous voulez réagir rapidement? Et puis Nicolas Fontaine. Dernier mot, hein, j'ai intenable, mais donc on dit qu'il y a un tiers de la population qui n'a pas accès aux mobilités douces en France. Donc c'est l'ADEME qui nous a donné les chiffres. Ça veut dire qu'il y a quand même 2 tiers de la population qui a accès, qui vit en milieu urbain et périurbain. Donc 2 tiers, ça fait 44 millions d'habitants qui pourraient éventuellement utiliser les mobilités douces. Donc avant de dire, donc c'est bien l'acceptabilité de la population qui fait qu'il n'y a pas plus de gens qui prennent leur vélo, la marche à pied, parce que moins d'1 kilomètre, il y a plein de gens qui pourraient y aller à pied, on prend la voiture pour faire 500 mètres, le vélo moins de 5 km, vélo électrique c'est entre 5 et 10 km, donc voilà, les transports en commun, il y a moyen de reporter l'usage de la voiture sur les mobilités douces, mais c'est bien un problème d'acceptabilité. Alors d'abord l'infrastructure ou d'abord la mentalité? Nicolas Fontaine, Laura, je te reprends le micro, ce qui voulait réagir. Qui avait Merci, moi avant. je voulais juste compléter par rapport à l'aspect financier. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, il faut bien se dire que sur un certain nombre de modes de transport, le train, mais aussi la maintenance, l'entretien, le renouvellement des réseaux de tramways qui ont été construits en France et qui commencent à vieillir et qu'il va falloir rénover, il va falloir dépenser énormément d'argent et ça se compte en milliards. Ce que vous disiez aussi, c'est l'entretien qui est la masse essentielle et les capex, le développement des nouvelles infrastructures, c'est petit, on est d'accord. Par contre, ce que montre votre étude, c'est qu'il y a aussi des solutions qui coûtent beaucoup moins cher. Et je reviens à l'exemple de Grenoble et du car express, où faire rouler un car express, ça coûte 2 € du kilomètre. Faire rouler un train aujourd'hui en France, ça coûte 20 € du kilomètre. Donc c'est une échelle de 1 à 10. Voilà. Donc je pense que dans les politiques publiques, aujourd'hui, il faut savoir, et ça revient aussi à ce que Madame dit, il faut savoir choisir les solutions les moins chères. Il faut investir là où le rapport coût-bénéfice est le plus important. Voilà. Et en milieu urbain, si on veut avoir de l'argent pour faire des projets de train en milieu périurbain, développer des réseaux de cars, en milieu urbain, il faut aller vers les solutions les moins chères et notamment, il faut aller vers le vélo. Et donc, du coup, c'est exactement ce que vous venez de dire. Laura. Oui, en fait, c'est recoupé en partie, hein, mais je pense que oui, il y a une question d'acceptabilité, mais il faut aussi des infrastructures qui permettent la pratique. C'est-à-dire que souvent c'est ça, on constate bien que les distances de déplacement seraient pertinentes pour la pratique du vélo, pour la pratique de la marche, mais ça ne se fait pas. Il y a bien sûr une question d'habitude, mais il y a aussi une question d'environnement urbain
L'espace urbain, il faut aussi le penser pour que ce soit agréable de marcher et de se déplacer à un vélo. Et puis, effectivement, comme vient de le dire Nicolas, c'est pas forcément les investissements les plus chers en termes de sous qui sont les plus rentables, mais d'où l'intérêt vraiment d'évaluer, d'avoir une idée de la rentabilité en termes de fréquentation et en termes de décarbonation de l'euro investi. Est-ce que vous savez mesurer ça? Est-ce que vous avez les outils pour mesurer ça? Est-ce que c'est une priorité de mesurer les coûts-bénéfices en termes d'abattement, enfin en termes de réduction d'émissions de CO2 au niveau régional et national? Oui. Alors, il existe. Est-ce qu'on a le tableau de bord? Il existe des outils qui sont parfois un petit peu compliqués, mais par exemple aujourd'hui, quand vous faites un projet de nouvelle infrastructure, vous devez calculer un bilan socio-économique. Ce sont des modalités qui sont définies par le ministère. Et c'est un outil qui peut être incomplet, mais qui donne quand même une bonne indication de l'utilité du projet et du bénéfice qu'il y a en attendre. Voilà. Il y a un concept un peu barbare qui s'appelle la valeur actualisée nette et qui vous dit combien vous rapportez à la société quand vous faites un projet. Et moi, ce que je constate, ce que j'ai pu constater dans ma vie de fonctionnaire, c'est qu'il y a beaucoup de réticence, et notamment de la part des élus, à adopter ce type d'indicateur. Voilà. Mais ce type d'indicateur est déjà un premier pas très utile. Et deux points en complément, dans les enquêtes publiques, dans ce que le public peut voir sur des gros projets, ces indicateurs sont parfaitement affichés. Ils sont peut-être un petit peu techniques, je reconnais les choses, parce que passer de la valeur du mort, la valeur du temps, le temps gagné, et puis les CO2, ça change les choses. Mais après, il y a un deuxième point, c'est aussi dans quel monde on se projette dans ces outils. Il faut savoir que si on se projette dans un monde où en 2050, il n'y a plus de véhicules thermiques, un tramway sera peut-être moins intéressant parce que comparer un tramway à une voiture thermique, c'est une chose pour le CO2. La comparer à une voiture électrique nous pose des petits sujets. Et simplement, ça, il faudra aussi dans la formation se dire, voilà nos références telles qu'on se les projette. Et je le dis parce que vous avez beaucoup de sujets de concertation ou d'enquête publique qui existent aujourd'hui, où ces choses sont précisées, mais très souvent, les gens n'y accèdent pas et surtout on l'a réservé à une petite élite d'associatifs ou de représentants d'associations. Et je n'ai aucune critique, puisque j'aime bien travailler avec ces gens qui sont super performants, qui connaissent aussi bien que moi la circulaire. Mais c'est à nous, citoyens, quand on a la casquette citoyen, de se réemparer des choses et s'en exprimer en complément du chiffrage, de la mécanique, qui est les 3-4 pages du bilan socio-économique, comme on aime dire. Mais ça monte dans les priorités. Là, on voit avec les municipales que c'est en train de monter très vite et très fort. Enfin, j'espère, en tout cas. C'est l'impression que j'ai dans les priorités des futures équipes d'élus. Il nous reste une demi-heure pour prendre on a pas mal de temps pour échanger avec vous. Je vois plein de mains qui se lèvent. Non, je garde mon micro. Dis donc. Il n'y a plus que moi qui en ai. Bon, ben c'est bien. Comme ça, j'ai bien fait de le garder. Alors, si vous pouvez vous présenter rapidement et essayer d'être relativement bref. Merci. Wilhelm, je fais une émission consacrée au vélo sur une radio associative. Moi, j'ai été frappé, je suis un cycliste parisien depuis très longtemps. Et c'est vrai que quand j'entends ce qui se passe à Bordeaux, où on a coupé le pont de Pierre, c'est-à-dire on a fermé un axe principal, et qu'à Paris, quand on fait 2 axes et demi, tous incomplets et médiocres, ça fait la révolution, comme si on avait absolument changé tout Paris. Et qu'à côté de ça, il y a tout un tas de villes, il n'y a pas que Bordeaux, il y a Strasbourg, il y a Nantes, il y a Grenoble, Lyon, qui sont très en avance sur la ville de Paris. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est où est la différence. Et je reviens au... Vous voulez dire entre Paris et la province, on pourrait en parler longtemps. Oui, non, mais attendez, je reviens au rapport, parce que moi, je le trouve formidable, ce rapport, parce qu'il fait bien la synthèse entre justement, il y a une partie de parole militante qui me convient tout à fait, et puis il y a une partie technique, administrative, et je vois dedans, le message principal que je vois, c'est il faut faire des mesures en faveur des transports en commun, du vélo, mais il faut aussi faire des mesures, restreindre le stationnement, agir sur la fiscalité.
comment est-ce qu'on va faire pour qu'on arrive à le faire? C'est là que je reviens à ce que... Et je rejoins un petit peu ce que disait Mélanie Gonier, c'est-à-dire comment on va faire pour que ce ne soit pas qualifié d'écologie punitive, qu'on a cédé aux ayatollahs du vélo, des transports en commun. Comment est-ce qu'on va faire concrètement pour arriver à mettre en œuvre ce rapport? C'est une belle question synthétique. Je ne sais pas si on va s'attarder sur le retard supposé, mais qui est-ce qui a envie de se lancer pour faire une réponse synthétique? Alors, pour Paris. Peut-être un deuxième pour nous, non? Non, mais, les êtres humains marchent sur le plaisir, sur l'agrément, etc. Et les élus, c'est pareil aussi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils nous ont fait plein de transports en commun qui sont, là je vais me faire tuer une fois de plus, mais tant pis, qui sont extrêmement chers et qui ne remplissent pas de services réels à la population dans une large partie des cas, parce que les distances parcourues devraient être parcourues à vélo, tout simplement. Elles sont bien trop courtes pour mettre en branle des machins aussi lourds. Sauf que c'est très beau, d'inaugurer un tramway, c'est quand même magnifique, quoi. Voilà, bon. En gros, c'est un peu le problème. Donc, je ne sais plus trop quelle était la question, en fait, donc je vais quand même parler. Mais les citoyens fonctionnent au plaisir aussi, quoi, je veux dire, et à la familiarisation avec les moyens de se déplacer. Non, mais parce que je voulais caser un truc quand même, c'est il y a un groupement d'associations dans le sud de la région parisienne qui, pendant les grèves, a fait du co-vélo-taf, c'est-à-dire qu'ils accompagnaient les gens, ils donnaient un rendez-vous à la mairie de Fontenay-aux-Roses, et à telle heure, je sais pas quoi, et ils emmenaient les gens jusqu'à leur boulot, en fait, à vélo. Et bien, comme ça, les gens se sont aperçus que de 5 km ou 6 ou 7 ou 8, c'était rien du tout, qu'ils en étaient parfaitement capables, alors qu'ils ne le savaient pas, ils croyaient qu'ils étaient infichus de le faire. Et en plus que c'était agréable parce qu'ils ont une infrastructure qui est de mauvaise qualité, mais qui est agréable de par son paysage notamment, et son environnement. C'est gagné, quoi. Non, mais un petit mot complémentaire. Je pense que par rapport à tout ce qu'on se dit, il y a une chose, c'est qu'il faut étendre les réseaux de compréhension et d'appréhension. C'est-à-dire que si plus de gens savent, ils poseront plus de questions le jour de l'élection municipale. Le vélo a fait la même chose, la Fédération de la bicyclette a fait une énorme enquête. C'est 300 000 personnes qui ont répondu sur des sujets. Donc ces sujets, je pense que les gens s'en emparent. Mais je pense très sincèrement que les gens n'ont pas accès à ces informations, vous l'avez dit tout à l'heure, à nous de les répandre avec plusieurs méthodes, et y compris sur les émissions de CO2. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est très profond en nous, de faire des excellents travaux comme cela, de les rendre, moi j'appelais ça tout à l'heure mon service après-vente, mon service après-vote, c'est justement comment on rediffuse dans tous les territoires. Et ça ne se fera pas en 15 jours ou un mois. Parce que Bordeaux, c'est pas non plus. Le vélo à Bordeaux ne s'est pas fait en 6 mois. Mais c'est à nous de. Quand je vois combien de personnes viennent dans cette salle pour cette conférence, je me dis que derrière, il y aura de la diffusion qui se fera. Il y aura d'autres, entre guillemets, militants qui vont rediffuser. Oui, Gérard Felzer, je suis là pour France Info. En fait, j'anime une chronique qui s'appelle Le billet vert. Ça tombe bien. Tous les samedis, tous les dimanches. Dans une autre vie, j'étais pilote de ligne, 20 000 heures de vol, 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul. C'est comme ça qu'on devient écolo. Alors, schizophrène un peu, évidemment. Et aujourd'hui, je suis un accélérateur de la transition. Alors comment ? Je transforme des véhicules thermiques en électriques. C'est mieux que le jeter à la poubelle, ça prolonge la vie, etc. Mais il y a une question que je me suis posée parce que j'ai regardé le circuit de l'automobile, de l'industrie automobile. Et j'ai remarqué aussi dans les propositions très bien faites dans ce rapport qui est de proposer des solutions et non pas seulement de culpabiliser en disant on va interdire les stationnements, on va fermer les parkings, etc. Il y a des solutions au bout. Eh bien, la question qu'on s'est posée avec quelques collègues, c'est de dire entre les voitures autonomes, alors on ne sait pas quand, mais ça arrivera bien un jour, entre les voitures électriques qui ne nécessitent pas d'entretien par rapport aux véhicules thermiques, entre les voitures partagées, entre le covoiturage, etc., on va perdre dans le secteur de l'automobile à peu près 5 millions d'emplois. Alors, ce n'est pas une excuse, en Europe. Ce n'est pas une excuse, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même aborder.
je ramènerais ça à un autre phénomène qui s'est produit dans les années 60-70. On a supprimé tout d'un coup, quand l'ordinateur est arrivé, tous les sténodactylos qu'il y avait à l'époque. On a trouvé des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, il est quand même global et qu'il va falloir se soucier de ça aussi. C'est comme ça aussi que les Gilets jaunes sont partis en bataille parce qu'ils étaient inquiets. Donc, pour d'autres choses. En tous les cas, les solutions de mobilité low carbone vont peut-être créer des emplois, il faut dire lesquels, comment, pourquoi, mais aussi est une menace par rapport à des emplois et des gens qui seraient inquiétés par ça et qui deviendraient finalement des opposants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on traite ça? Comment on peut traiter ça? Alors, le Shift défend systématiquement une approche systémique. Donc, qui veut se lancer sur cette question? Moi, juste sur cette question-là, je ne sais pas faire le calcul des plus et des moins. Vous parlez des moins, mais il y aura forcément aussi des plus. On a fait une étude sur le potentiel économique du vélo et il apparaît dans cette étude qu'il faut 5 fois moins de capital, de chiffre d'affaires pour créer un emploi dans le vélo que dans l'automobile. Donc voilà, la difficulté après, c'est d'accompagner la transition et de faire en sorte que celui qui était ingénieur ou technicien ou ouvrier dans la chaîne automobile, il puisse se reconvertir dans un autre métier. Alors moi j'ai une idée pour réemployer tous ces gens qui travailleront plus à l'usine de Renault PSA. Il va falloir isoler tous les logements. Il y en a 7 millions en France. Donc ils se reconvertissent en... Autre question? Oui, une nouvelle question. J'ai beaucoup, oui, à nouveau moi. J'ai beaucoup aimé que vous parliez des analyses socio-économiques. J'ai juste, quand on regarde un peu le sujet, on s'étonne, on se rend compte assez rapidement qu'une heure de trajet évité pour une personne est valorisée à 30 €, je crois, dans les valeurs. C'est combien? 7 €. 7, me dit-on. Et la tonne de carbone est à? Un peu plus. 30? 40? Quand on fait la somme, on voit très vite qu'il y a le poids du carbone dans l'équation est assez faible finalement. Et finalement, c'est jamais au profit des solutions décarbonées. Donc la valeur tutélaire du carbone, c'est absolument essentiel pour tous ces choix. Et elle n'est pas assez haute. On peut rappeler aussi que la TICPE est la quatrième source, la quatrième taxe dont bénéficie l'État. On parle de dizaines de milliards par an. Donc l'État est quelque part un peu jugé parti, en tout cas à cette zone-là. Tu avais une question en fait? C'était une... Ok. Ouais. Marc Papinuti, je pense que c'est une question pour vous, ça. Est-ce que la métrique carbone, ça y est, c'est... Non, pas tout à fait encore. Pardon? Est-ce que la métrique carbone, ça y est le juge de paix des investissements de l'État? Pas tout à fait, quand même. Je crois. Comme dit l'autre, il y a des commissions ad hoc qui ont travaillé pendant des mois pour nous dire quel était le taux de CO2 dans une évaluation de transport. Donc il y a une métrique, elle peut être mise à jour. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit souci, c'est que l'introduction d'une part encore plus élevée dans les véhicules électriques change cette métrique. Et après, on va repasser sur des problèmes d'occupation de véhicules ou autres. Mais on n'a pas c'est pas aussi simple que ce qu'on a pu penser il y a 30 ans où c'était finalement plus simple. Dans les investissements transport, de toute manière, comme je l'ai dit, c'est tous les 4-5 ans, on change les circulaires et on retravaillera évidemment sur le sujet une nouvelle fois. Il y a beaucoup de gens qui auraient envie que ça soit à 200-300 € la tonne de CO2. Ça, je le sais. Mais l'équilibre se trouve au fur et à mesure. C'est particulièrement vrai parce que ces investissements sont pour des nouvelles infras. Moi, ce que je reviens à dire tout à l'heure, attention à ne pas perdre toute notre énergie sur la nouvelle infra, mais par contre, trouvons le moyen que l'ancienne infra, on la remette en état et on la garantisse dans la durée. C'est ça qu'on nous demande. Je pense que tout ça, c'est aussi une grosse intelligence utilisée pour les 2-3 kilomètres nouveaux ou centaines
maître nouveau qu'on peut faire sur des grands projets. À côté de ça, on a la réalisation et l'écart de l'énergie intellectuelle qu'on met pour les nouveaux par rapport à ce qu'on devrait mettre sur les anciens, ou la transformation des modes, ou l'information. À mon avis, c'est ça notre débat aussi pour nous techniciens. Ouais. Juste un tout petit complément là-dessus. L'autorité environnementale a sorti un rapport il y a 1 an, plus ou moins 6 mois, parce qu'à mon âge, je ne sais plus faire la différence, qui portait précisément sur ce point et qui faisait remarquer qu'en pratique, la valeur du carbone ne pesait absolument rien quantitativement, face au temps économisé. Et il y a une deuxième remarque là, qui est personnelle que je rajoute, qui est qu'aujourd'hui, les analyses socio-économiques continuent à considérer qu'une heure de temps de transport gagné est une heure de temps économisé. Ce qui néglige totalement une réalité qui est apparue depuis qu'il existe des télécommunications, qui est qu'il y a des gens qui, dans les moyens de transport, en particulier le train, ne perdent pas leur temps. Et donc un moyen de transport qui permet de perdre moins de temps sec, j'ai envie de dire, sur un temps de trajet qui est globalement plus long, les analyses socio-économiques aujourd'hui ne savent pas prendre en compte l'arbitrage. Voilà. Après, moi j'avais une question, parce que j'ai le micro. J'en en profite. Non, j'avais une question pour Mélanie Cognier. Sur le Costier ou Cognier, je ne sais pas comment on dit, comme on veut. Alors c'est parfait, donc comme je veux. Pour une fois que je peux vouloir. Vous avez dit que le fait d'avoir accès à l'information sur le problème à traiter, et donc le fait de tomber de sa chaise sur le changement climatique, était une motivation puissante à l'action. Et donc j'avais une question qui n'est pas du tout une question piège. Est-ce que dans ceux qui peuvent, donc pas ceux qui habitent en milieu rural, mais les 2/3 des Français qui n'y habitent pas, est-ce qu'il y en a qui, depuis le début de la Convention, ont changé la manière dont ils se déplacent suite à la réception de cette information en disant, bah voilà, je vais, puisque ça ne dépend que de ma volonté, etc., je vais le faire demain matin. Ou est-ce que vous avez observé quelque chose ? Je sais pas. Moi, en fait, moi, j'ai l'intention de m'acheter un vélo électrique avec mon indemnité. Là, tous les sous qu'on va gagner. On va être riche. Donc, un petit vélo électrique, parce que voilà. Après, je sais pas, j'aimerais bien justement avoir un bilan de l'évolution des actions des 150 depuis le premier jour de la Convention, parce que nous, c'est sur le transport, mais il y a sur la consommation, sur la nourriture. Est-ce que tout le monde est devenu vegan ? Est-ce que tout le monde est passé 0 déchet ? Et est-ce que tout le monde va à pied ? Et j'aimerais bien savoir mais on n'a pas de retour là-dessus. Après, il y a des questionnaires entrée de sortie de session à chaque fois, mais là, il n'y a pas la totalité qui... Donc j'aimerais savoir, ouais, franchement, je demanderais. Oui. Bon, alors, moi, je voulais revenir sur le bilan socio-économique et la vanne. Moi, j'ai vu des élus, et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines de ça, des élus de villes de 30 000 à 40 000 habitants défendent des projets à la vanne à moins 200 millions d'euros. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'on est très très loin d'avoir un prix juste du carbone et que ça ne va pas du tout changer les indicateurs, mais à force de vouloir être trop technique et de parler entre polytechniciens et d'être avec les gens de l'autorité environnementale et dénigrer ces indicateurs, on donne des outils à des gens qui après en profitent pour dire c'est pas grave, c'est moins de 200 millions d'euros, mais de toute façon ces indicateurs c'est n'importe quoi, on peut les tourner dans tous les sens. Donc attention à ça. Moi je suis tout à fait conscient qu'il y a plein de limites. Il y a plein de limites dans les analyses socio-économiques, mais au moins, moi, quand je parle à des élus, je leur dis ouais, c'est moins de 200 millions d'euros et il faudrait au moins qu'on atteigne 0. Ça les fait réfléchir. S'ils entendent de l'autre côté, attention, on aurait pu changer des tas d'hypothèses, on aurait pu faire des choses différentes, mon argument, il tient plus du tout. Je voudrais juste dire qu'il y a cette question-là qui est très, très importante. Il y a une évolution dans la doctrine de l'autorité environnementale qui est majeure, qui est apparu depuis quelques mois, c'est que maintenant l'autorité environnementale demande qu'on fasse des bilans d'émissions à effet de serre des projets en prenant en compte la phase construction, alors qu'avant ce n'était pas fait. Voilà. C'est majeur, c'est majeur. Ça veut dire qu'on va s'apercevoir que quand on fait certains projets, et je ne citerai pas d'exemple, on a des retours sur investissement en termes de carbone. Non mais j'ai un droit de réserve, mais allez regarder, voilà, un devoir de réserve, tout à fait, j'ai un droit et un devoir de réserve, là c'est le droit. On va s'apercevoir qu'il y a des projets, il faut 70 ans ou 80 ans pour qu'il y ait un retour sur investissement positif en termes d'émissions, sans même parler de bilan socio-économique. Voilà, voilà. Donc je pense que ça va changer beaucoup de choses. Et moi, ce que j'espère, c'est que les gens qui feront les enquêtes publiques, les commissions d'enquête, seront formés à ces questions parce qu'ils auront un rôle extrêmement important à jouer.
Oui, puisqu'on est revenu sur l'histoire des évaluations, je voulais dire aussi par rapport au gain de temps que c'est quelque chose de complètement illusoire parce que en fait, on passe toujours le même temps à se déplacer. C'est juste qu'on va plus loin. Donc, l'histoire du gain de temps, c'est une construction qui nous permet de mettre en œuvre des infrastructures, mais en soi, elle n'a pas de vrai fondement dans l'évaluation. Ouais, mais c'était par rapport au changement de comportement dont on parlait tout à l'heure. À Grenoble, ils ont mis en place un projet qui visait à donner des mini-capteurs de qualité de l'air à certains habitants pour les sensibiliser justement sur les causes de la mauvaise qualité de l'air à Grenoble. Et en fait, ça a permis de déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur le fait que c'est pas l'usine d'à côté qui pollue beaucoup, mais c'est aussi et surtout la mobilité et le chauffage au bois. Mais c'est pas pour autant que... Donc c'est des groupes de personnes qui ont été suivis ensuite par un sociologue pour essayer d'évaluer leur changement de comportement. Et en fait, on n'atteint pas des changements de comportement incroyables. En fait, à la limite, les gens vont plutôt éviter d'utiliser les axes à grand trafic aux heures de pointe quand ils sont pas en voiture. Mais même si ça permet de déconstruire un certain nombre d'idées reçues qu'ils ont sur la qualité de l'air, mais ça change pas... Voilà. Bonsoir, Bénédicte Renas, société Cemex. Je m'intéresse un peu à l'hydrogène pour un projet de bateau, pousseur de barges de matériaux du BTP. Et je voulais savoir un petit peu si vous vous intéressiez aussi à l'hydrogène pour éventuellement alimenter les voitures. Enfin, voilà, il faut savoir qu'actuellement, le salon de l'hydrogène se tient encore demain. Voilà. Je signale, je le répète, le Shift met en ligne une analyse comparative du point de vue principalement de l'impact carbone des différents types de mobilité. Vous avez Nicolas Raillard qui en est l'auteur avec la jolie chemise blanche et qui lève la main, là. Très sympathique. Et même compétent, j'ai envie de dire. Donc son rapport est en ligne. Je ne pense pas que c'est vraiment tout à fait le sujet ce soir. Donc je vous invite. Et puis bon, l'hydrogène, on pourrait. Comment est-ce qu'il est produit cet hydrogène ? C'est un peu l'une des questions délicates aujourd'hui. Est-ce que on le produit à partir d'électricité décarbonée, largement, ou à partir de gaz naturel ? Et à quel prix ? Monsieur ? Bonjour. Alors sur l'aspect communication, je voulais reporter un peu ce que disait Mélanie Cognier. Moi, j'ai passé le permis à un endroit où, sans voiture, de toute façon, on ne fait rien, parce qu'à part le bus scolaire, il n'y a rien du tout de la journée. Et quand je dis rien du tout, il n'y a même pas possibilité d'appeler un taxi. Donc pour 5 personnes en âge de conduire, on avait 6 véhicules. Donc c'était tout à fait normal et standard par rapport au type de population environnante. Le fait d'avoir déménagé et avoir habité dans une ville encadrant un peu plus les aspects mobilité, donc une petite agglomération de 300 000 habitants, avec mes habitudes, je suis venu avec ma voiture, et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des contraintes sur le stationnement, le zonage, etc., compliqué, 2-3 PV avant de comprendre comment ça marchait. Jusqu'au jour où la mairie a fait quelque chose d'assez intéressant, enfin plutôt l'agglo. Elle a invité les personnes qui avaient un abonnement comme ça pour une petite zone en disant voilà, si vous voulez vous garer sur une zone un peu plus large, venez à la réunion de présentation tel jour et on réaffectera un certain nombre de cartes de stationnement sur la totalité de la ville. Génial. Énormément de personnes sont venues en espérant pouvoir se garer n'importe où dans la ville et finir avec des problèmes de stationnement. Et en fait, c'était un traquenard, appelons-le comme ça, puisque pendant 2 heures, différentes personnes ont expliqué quelle était la politique de la ville, pourquoi limiter le stationnement, qu'est-ce qu'ils voulaient faire sur les aspects vélos, sur le transport en commun, pourquoi il y a une zone piétonne, pourquoi elle a marché, etc. Donc c'était principalement orienté vers les nouveaux arrivants. Une fois par an, ils le faisaient en anglais en pensant aussi à ceux qui venaient de l'extérieur et qui travaillaient sur ça. Et donc, ils nous ont fait venir en miroitant un petit peu la loterie de changer la carte de stationnement en global. Et après 2 heures d'explication sur tous les bénéfices directs, indirects, pourquoi cet hôpital il a moins de cas de maladies graves, respiratoires à gérer, etc., etc. Au bout de 2 heures, ils nous ont dit en fait, vous êtes venus pour la carte de stationnement. Si vous voulez, vous pouvez participer à la loterie. Il y en a 2 qui auront une carte pour toute la ville. On vous permet de voir si notre discours est efficace. Si vous voulez ne pas participer à la loterie, on vous donne quand même un ticket de 10 billets pour le transport en commun
Et donc, soit la loterie, soit le billet en transport en commun. Mais voilà, ce guide. Alors, allez-y. C'était extrêmement efficace, puisque, entre guillemets, moi qui travaillais dans une industrie où construire des véhicules qui lâchent 1 tonne de CO2 par heure pour transporter entre 2 et 8 personnes, ça a été parlant. Et aujourd'hui, voilà, ça a été la première étape pour, en 10 ans, maintenant, faire 8000 km par an en région parisienne à vélo, parce que justement, ça a été la petite graine qui a semé une réflexion et qui a apporté quelque chose 10 ans plus tard. Alors, la vocation de ce guide, c'était... les lecteurs qu'on vise sur ce guide, c'est les équipes prioritairement. C'est les équipes municipales et les prochaines équipes municipales en particulier. J'espère que vous leur donnez à nouveau, ici et plus tard, du grain à moudre. On a le temps, je pense, de prendre encore 2 questions, je dirais. On va essayer d'en prendre peut-être 3, mais groupées du coup. Voilà. Brève, dense. Nicolas, je te fais confiance. Court, percutant. Oui, tu sais faire. Sur le sujet de la mobilité, il y a un sujet en région parisienne, je ne suis pas sûr que ce soit pareil en France, mais c'est le coût du logement qui absorbe une part de plus en plus importante du budget contraint des ménages, alors que le coût lié au carburant est stable depuis 30 ans. Est-ce que finalement, une des mesures les plus salvatrices, ce ne serait pas de tout faire pour faire baisser le coût du logement ? Qui a envie de répondre? Laura, je sens. Moi, j'y rajoute. C'est effectivement, il y a la question du prix du foncier qui fait en sorte, d'une façon générale, partout en France, que les gens, mais aussi les entreprises et les activités se localisent à l'extérieur parce que le coût est moins important et que du coup, après, c'est à la collectivité de supporter le coût de la desserte, le coût économique et le coût environnemental de cette desserte. Et ce que l'on constate, c'est que la taxation du foncier va dans le même sens que le prix du foncier. Est-ce que ça serait pas, serait pas une bonne idée de rééquilibrer, d'utiliser le système fiscal pour rééquilibrer? Alors, on suspend la taxe d'habitation? Nicolas Fontaine, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est un levier opérable quand vous discutez avec les élus? Si, bien sûr, c'est un levier opérable, mais malheureusement, il y a très très peu de discussions entre les équipes qui s'occupent du logement dans les grandes équipes, dans les grandes métropoles, et les équipes qui s'occupent des mobilités. Voilà, moi, en 6 ans à Bordeaux, des réunions avec mes collègues du logement, j'en ai fait moins de 5, je pense, je pourrais les compter sur les doigts de la main. Par contre, on voit quand même des actions qui sont mises en place. Évidemment, il y a de la construction, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a aussi beaucoup d'élus qui refusent la densité, et sous la pression des habitants, je ne les mets pas en accusation. Il y a des actions qui sont faites contre Airbnb, par exemple, pour réguler un petit peu Airbnb, et ça c'est très important. Dans une ville comme Bordeaux, on s'aperçoit quand même qu'il y a une proportion non négligeable de logements qui sont transformés en location Airbnb à l'année. Et donc, c'est des habitants qui ne peuvent plus venir vivre en centre-ville et qui donc doivent se déplacer, utiliser leur voiture. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Marc Papineauty, vous vouliez réagir également? Oui, mais en complément de 3-4 choses. D'abord, je me rappelle que déjà Jean-Pierre Orfeuille, s'il n'est pas parti, écrivait il y a quelques années, c'est-à-dire une petite vingtaine ou une trentaine d'années, que ce phénomène existait, c'est-à-dire que celui qui allait habiter en lointaine banlieue, ce qu'il ne savait pas, c'est tous ces autres coûts. Il voyait le coût du logement, mais il ne connaissait pas le coût de sa deuxième voiture, de sa troisième voiture, ne pas avoir la crèche à côté, mais qu'il faut faire garder autrement, etc. Tous les services de la ville. Moi, je pense que là aussi, il y a une sorte d'information ou de pré-information à donner aux gens. On voit bien aussi qu'on ne construit pas assez. Alors maintenant, essayez dans votre commune de demander de la densité. Bon, vous verrez un certain résultat. Je pense qu'il y a aussi là, c'est pas de la pub, mais c'est l'image négative du passé. Et donc redensifier autour des transports, c'est structurellement ce qui serait assez génial à faire. Sauf que par exemple, si je prends l'Île-de-France, le réseau ferré, il a été d'abord construit et les petits pavillons sont à côté. Et après, il y a des endroits où on a construit des immeubles beaucoup plus lointains. Et donc une envie pour les gens d'aller en province, dans des métropoles, où là encore le phénomène s'est passé, malgré le fait qu'il y ait les transports collectifs, qu'il y ait beaucoup de services au mètre carré, il y a des gens qui ont été exclus, donc ils se sont retrouvés encore plus loin. Moi, en tant qu'homme de transport, à part avoir des gens qui construisent en densifiant autour des gares, j'ai peu de choses à demander, mais essayons des fois de faire la densité, c'est très dur. On défend une approche systémique de ces enjeux de transition. On a une belle
On a une belle problématique. Sans doute que si on veut faire de la politique autrement, il y a ça à travailler aussi. J'hésite à prendre une dernière question. Oui, alors on me dit que oui, il faut. Une marque de fabrique au Shift, c'est qu'on essaie de respecter les horaires. Alors à part notre président, tiens, je lui remets un petit vite fait. Dernière question, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonsoir. Frédéric Errand, Université de Lille. Oui, j'ai malheureusement pas eu le temps de lire en détail le rapport, mais je l'ai parcouru en super diagonale. Et en fait, ce qui me semble le plus important dans toute cette affaire, c'est la cohérence des politiques de déplacement. C'est-à-dire que accumuler des mesures, même si elles ont l'air intéressantes l'une ou l'autre, ça ne fait pas une politique. Ce qui compte, c'est d'essayer de comprendre quelle incidence a sur les autres modes de déplacement l'encouragement d'un mode particulier. Donc on l'a vu, il y a eu plusieurs illustrations aujourd'hui. Le covoiturage, si ça prend des usagers au bus, il faut en être conscient, quoi. Donc on voit bien que c'est pas si simple de promouvoir telle ou telle solution. Une autre façon de le dire, c'est qu'il ne suffit pas de faire d'avoir des incitations sans contrainte. En fait, les deux sont étroitement liés et c'est impossible de faire l'un sans l'autre. On est obligé de trouver un cocktail équilibré de tout cela. Enfin, ce qui compte avant tout, c'est à quel rythme a lieu le changement. Et ça n'a pas été suffisamment abordé à mon goût. À quelle vitesse aller dans le changement? C'est ça qui fait la cohérence d'une politique et le bon rythme de changement. C'est ça qui fait le report modal. J'ai envie de laisser la répondre et donner le mot de la fin sur cette notion de cohérence et de vitesse d'implémentation à l'auteur du rapport qu'on présente ce soir, que j'en profite brièvement pour féliciter, ainsi qu'Alessia, sa co-auteure, pour la qualité de ce travail. Alors, Madame la grande observatrice de ces sujets, en conclusion, cohérence, mise en contraindre, mettre au bon rythme. Merci. Oui, c'est précisément le propos. C'est même le message principal. Le message principal, c'est-à-dire que si, même si on met en place des mesures qui peuvent être intéressantes, si ça se superpose, on le voit très bien avec la fiscalité, si ça se superpose à un système qui déjà est incitatif à faire l'inverse, ça marchera comme ci, comme ça. Si on investit, mais ça on le voit depuis longtemps dans les politiques aussi au niveau local, on investit dans les transports en commun, en même temps on investit dans la route. Ouais, du coup ça marche pas bien parce qu'on se rend pas suffisamment compte de l'effet systémique que a une action sur les autres actions. Et effectivement, il n'est plus possible que d'inciter. Alors, contraindre, oui, d'accord. Moi, peut-être que le mot de la fin, moi, j'aurais dit aussi donner envie d'autre chose. Et d'autres choses. C'est-à-dire aussi d'ouvrir le débat sur quel type de ville on souhaite, avant de se poser la question, est-ce qu'il faut la voiture électrique, la voiture comme si autonome, je pensais plutôt, mais quelle ville est-ce qu'on veut d'abord? Et après, comment on fait? Mais voilà, les objectifs d'abord. Bon alors, votez bien aux prochaines municipales. N'hésitez pas à donner à vos candidats impétrants le rapport, la synthèse du rapport, ce que vous voulez. Il me reste à remercier très chaleureusement les participants à cette table ronde pour la qualité de leurs interventions et la diversité de leurs points de vue. Merci en particulier à Mélanie Cognier. Simplement merci à tous les gens qui ont à la fois fourni des informations et ceux qui sont sagement restés assis dans leur chaise. Ce rapport, en fait, il est illustratif d'un problème plus général que nous avons actuellement, que nous sommes en conflit d'objectifs. C'est-à-dire que ce que nous avons considéré pendant très longtemps comme étant quelque chose qui était parfaitement désirable, c'est-à-dire permettre à tout un chacun de se déplacer plus vite, plus loin et moins cher, on est rattrapé par le fait que E égale 1,5 de MV2 et que ça va aussi avec le fait qu'on est obligé d'utiliser plus d'énergie et donc de cracher plus de CO2. Et donc en ce moment, on est en plein conflit d'objectifs et on doit arbitrer. C'est toute la difficulté qui a été soulevée à un moment de savoir si on doit arbitrer. Au fond, qu'est-ce qu'on préfère
Alors, est-ce qu'on préfère savoir, ne pas savoir? Une fois qu'on sait, est-ce qu'on préfère faire des efforts ou ne pas faire d'efforts? Enfin, voilà, donc c'est vraiment ça la question qui est posée. Bon, c'est clair qu'au Shift, nous, on a notre propre arbitrage. Hein. On pense que tout bien pesé, la société se portera mieux si on s'occupe un peu plus du problème du changement climatique et de ce qui en est à l'origine. Mais c'est clairement un arbitrage qui est un arbitrage de l'ordre de l'éthique ou de la morale. On ne peut pas mettre ça derrière une vérité divine, parce que c'est un choix, c'est fondamentalement un choix. Et voilà, donc j'espère que ce soir, vous aurez quelques éléments supplémentaires pour éclairer un choix qui, au fond, relève de la conscience et de l'envie de chacun. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine fois.